Bonsoir, soyez bienvenus sur Télésud, mardi 20 décembre. Voici les principaux titres de l'actualité. Au Soudan du Sud, la MINUS a renforcé ses efforts d'assistance pour prévenir et atténuer les conflits dans l'état de Jonglei. Elle continue également de soutenir et de promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés, en particulier le processus de paix inclusif mené par le Conseil des Églises du Soudan. Les observateurs électoraux du scrutin législatif du 17 décembre dernier ont livré leurs avis sur le déroulement des élections sur l'ensemble du territoire national sur lequel ils s'étaient déployés. Selon ces observateurs affiliés à l'Union africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, quelques insuffisances ont émaillé les opérations du scrutin qu'ils estiment tout de même valables et crédibles. Et puis à l'occasion de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe, des associations ont manifesté samedi dernier contre la pénalisation des clients de prostituées. En 2011, cette journée de lutte intervient dans un contexte tout particulier puisque l'Assemblée nationale vient d'adopter une résolution affirmant officiellement la position abolitionniste de la France en matière de prostitution. Et pour en parler justement, nous expliquer les enjeux de cette pénalisation, nous recevrons en fin de journal une travailleuse du sexe. Le président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, a prêté serment mardi à Kinshasa après sa réélection pour un deuxième mandat, un deuxième quinquennat contesté par son principal opposant, Étienne Tshisekedi. Joseph Kabila, 40 ans, a prêté serment jurant devant Dieu et la nation de sauvegarder l'unité nationale, de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine. Fin de citation. Seul le président zimbabwéen, Robert Mugabe, parmi les chefs d'État invités, s'était déplacé pour la cérémonie d'investiture. Le chef de l'État a prêté serment devant la Cour suprême de justice qui a confirmé en audience publique son arrêt du 16 décembre proclamant sa victoire avec 48,95% des suffrages. Une délégation de députés de l'opposition congolaise entame une tournée en Europe et en Amérique pour faire entendre leur voix par rapport au déroulement des élections et aux résultats de la présidentielle. Ils reconnaissent Étienne Tshisekedi comme le nouveau président de la République démocratique du Congo et balaient d'un revers de la main la prestation de serment de Joseph Kabila. Jean-Claude Wemba, député du MPCR, Mouvement du peuple congolais pour la République, s'exprime à ce sujet au micro de Christian Mambou. Ce qui est grave, c'est quoi? C'est que la population congolaise a voté en masse pour le président Étienne Tshisekedi Wamulumba, le président élu de la République démocratique du Congo. Alors comment pourrions-nous accepter que ce vol de la population congolaise puisse être accepté dès lors que les Occidentaux eux-mêmes ne font référence qu'à la démocratie, ne font référence qu'aux urnes? Vous savez, prêter serment, c'est pas un problème. Laurent Gbagbo a prêté serment. Ben Ali a prêté serment. Moubarak avait un serment. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que vous pouvez diriger un pays là où vous êtes ultra minoritaire. La preuve en est, ils ont soi-disant gagné les élections. Tout le monde ont déserté leur toit. Ils se sont rencontrés barricadés au Grand Hôtel, au centre-ville. Malgré que ils ont envoyé 50 000 militaires déguisés en policiers sur toute l'étendue du pays. Le président sud-soudanais Salva Kiir a effectué mardi en Israël une visite éclair de 24 heures, la première du chef de cet État nouvellement indépendant, qualifié d'historique par le président Shimon Peres. Le président sud-soudanais a pour sa part remercié Israël de son appui, je cite, « Sans vous, nous n'existerions pas. Vous avez lutté à nos côtés pour permettre la création de la République du Soudan du Sud », a-t-il déclaré. Et puis il a souligné qu'il souhaitait renforcer et approfondir les relations stratégiques entre les deux États, en élargissant la coopération dans les infrastructures, l'agriculture, le traitement de l'eau et les technologies avancées. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui a reçu le président Kiir pour un déjeuner de travail, a promis qu'une délégation israélienne se rendrait bientôt au Soudan du Sud.
Et pour parler du Sud-Soudan, le vice-président du Sud-Soudan a lancé un appel pour mettre fin à la violence dans la zone de Jonglei et s'engager dans un processus de paix et de réconciliation. La mission de l'ONU au Soudan du Sud, la MINUS, appelle également tous les acteurs impliqués dans cette crise à respecter leurs engagements, à faire cesser l'escalade de la violence et à résoudre leurs différends par un dialogue constructif et pacifique. Alain Tsmadja. La mission des Nations Unies au Sud-Soudan a, au cours des dernières semaines, réparti plusieurs patrouilles de casques bleus dans les zones sensibles du pays, dans le but de dissuader les violences intercommunautaires qui y sévissent. Des violences dont les femmes et les enfants sont les premières victimes. L'État de Jonglei a été particulièrement touché par ces violences tribales. C'est donc tout naturellement qu'une troupe de l'ONU y a été dépêchée, une troupe qui a reçu la visite du commandant des forces de la mission, le général Moses Obi. La MINUS place tous ses efforts aux côtés du gouvernement du Sud-Soudan afin de gérer la crise. Nous avons envoyé des patrouilles dans de nombreuses zones, comme ici à Bor. Je suis venu voir comment agissent les soldats et encourager l'administration civile à faire de son mieux pour protéger les habitants. Les récentes attaques perpétrées par la communauté Lounuer envers celle de Murles à Gumuruk y a instauré un climat de peur, notamment chez la jeunesse. En conséquence, l'ONU y a dépêché des membres du bataillon indien pour travailler avec les forces armées soudanaises à l'installation d'une paix durable. Quand l'ONU est venu nous attaquer la dernière fois, ils ont pris notre bétail et nos enfants. Maintenant que l'on sait qu'ils sont à nouveau en route pour nous attaquer, nous les jeunes avons pris les choses en main et restons vigilants pour pouvoir défendre les aînés et les enfants. Mais j'ai peur de ce qu'il peut se passer. Dans un communiqué publié vendredi dernier, la MINUS a exhorté le gouvernement du Sud-Soudan à prendre ses responsabilités en ce qui concerne la sécurité des civils de façon neutre et impartiale. La MINUS a quant à elle prévu de rester impliquée sur place pour garantir la paix. Elle a d'ailleurs prévu à cet effet d'organiser une conférence pour la paix au Jonglei en janvier prochain où seront conviées les 6 principales communautés de l'État. Élections législatives au Gabon. Le scrutin s'est déroulé samedi dernier sous surveillance nationale et internationale. Fait politique nouveau et notable, le verdict tant attendu est tombé. Aujourd'hui, il est positif. Mention crédible, c'est le qualificatif utilisé par les observateurs de l'Union africaine et la communauté économique des États de l'Afrique centrale dans leur première conclusion. Linda Robert, Joël Tatou. La présence d'observateurs nationaux et internationaux aux élections législatives est une première dans l'histoire politique du Gabon. Ils ont jugé le scrutin crédible et en ont validé les résultats. De manière générale, les élections ont été libres, crédibles et transparentes. Il n'y a pas eu d'irrégularité majeure de nature à mettre en doute la régularité du scrutin. Quelques dysfonctionnements ont été observés. Nous avons donc constaté 3 faits marquants. Le premier fait marquant, c'est que dans le Moyen-Ogooué, sur certains bureaux, les PV avaient été signés à 11 h, prétextant qu'il pourrait avoir éventuellement des coupures d'électricité. Le deuxième fait marquant, c'est qu'à Port-Gentil, dans l'Ogooué maritime, notamment au 3e siège, tellement rendu. Et le troisième fait marquant, l'absence des vice-présidents de la majorité, l'absence des vice-présidents de l'opposition. En dépit de ces insuffisances, les élections sont validées. Les observateurs ont noté une faible participation à Libreville, mais un taux plus significatif à l'intérieur du pays. Encore dans l'attente des résultats officiels et définitifs, les premières estimations créditent déjà le parti du président Ali Bongo, le Parti démocratique gabonais, de la majorité des sièges à l'Assemblée nationale. Beaucoup d'enfants naissent et sont conçus en prison au Burundi. Et pourtant, les conditions actuelles dans les prisons burundaises ne permettent en aucun cas l'épanouissement de l'enfant. De nombreuses détenues sont obligées d'élever leurs nourrissons en prison car l'État n'a pas mis en place des structures d'accueil pour ces enfants. Reportage Hortense Iradokunda et Dimboloyo. Le Burundi compte actuellement une centaine d'enfants qui, sans être en conflit avec la loi, sont détenus en prison avec leur mère. Beaucoup d'entre eux naissent et grandissent en prison et les autres accompagnent leur maman suite à la condamnation de celle-ci. Les conditions de détention des prisons burundaises ne permettent en aucun cas l'épanouissement de l'enfant. L'enfant doit grandir dans un endroit favorable. Ici, ce n'est pas un lieu pour les enfants, car il n'y a pas de la place pour eux. On est entre 4 murs, ce n'est pas aéré ici. Bien que la loi autorise les mères à garder leurs enfants jusqu'à l'âge de 3 ans, dans les faits, on retrouve régulièrement les enfants âgés de plus de 3 ans en prison, ce qui a des conséquences psychologiques sur ces derniers. Le fait d'être en prison a beaucoup de conséquences sur nos enfants. Mon garçon de 3 ans
pensent qu'on est à la maison. Et quand on sort de cet endroit pour aller à l'hôpital, par exemple, il pense qu'on va dans un autre pays. Il a même peur des voitures. Il est perdu. Il ignore qu'on est en prison. Beaucoup d'enfants qui naissent en prison ont des pères qui sont dans la plupart des cas des détenus, voire même les policiers chargés d'assurer la garde. Ces unions sont souvent instables et la majorité des hommes refusent d'assumer leur paternité. Dans les familles burundaises, on accepte mal les enfants qui naissent en dehors de l'union régulière. Cela pose un problème quand il s'agit de les réinsérer. On a des difficultés à réinsérer cet enfant parce qu'on ne sait pas à quelle famille il faut aller directement demander si elle est réceptive ou pas pour recevoir cet enfant. Le Burundi a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant, mais il ne l'applique pas pour la prise en charge des nourrissons en prison. Les régions du sud du Bénin offrent des conditions agroécologiques avantageuses pour la culture d'ananas. La production d'ananas s'est développée d'ailleurs dans le pays depuis 15 ans. Une rencontre entre acheteurs et vendeurs d'ananas s'est tenue à Cotonou, au Bénin, pour le renforcement des chaînes de production, de transformation et d'exportation de l'ananas en Afrique de l'Ouest et puis au Maghreb. Notre correspondant Maximien Benou. Les vendeurs et acheteurs de l'ananas du Maghreb et de l'Afrique de l'Ouest s'unissent pour être plus forts. Ils sont venus du Burkina Faso, du Bénin, du Maroc, du Niger et du Togo. Et à l'occasion de la rencontre, ils ont prouvé la disponibilité en quantité et en qualité de l'ananas sur le marché international. Les rares ananas au jus d'ananas que l'on trouve dans les surfaces de distribution de ces pays ne sont pas d'origine africaine. Nos pays disposent de tout ce dont ils ont besoin et il ne nous reste qu'à nous organiser. Le Burkina Faso et le Niger ont besoin de l'ananas du Bénin et du Togo, qui, à leur tour, ont besoin de l'oignon du Niger et des sésames du Burkina Faso. Les assises se situent dans le cadre du projet de promotion des exportations de l'ananas en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. La présente rencontre se situe dans le cadre de ce mandat et vise à mettre en contact direct les entreprises exportatrices des produits de la filière ananas du Bénin et du Togo avec les entreprises importatrices de ces produits opérant au Burkina Faso et au Niger. Et pour que tout marche, quelques conseils aux producteurs et exportateurs. Je voudrais exhorter les participants à cette présente rencontre à un travail assidu pendant ces 2 jours pour nouer de bonnes relations d'affaires et faire du commerce sud-sud une réalité. Une plateforme de transactions commerciales sud-sud sanctionne cette rencontre sur le renforcement des chaînes de production, de transformation et d'exportation de l'ananas en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Je vous le disais en titre, une mobilisation des travailleurs du sexe a eu lieu samedi dernier à Paris pour protester contre la proposition de loi déposée le 7 décembre par les députés Daniel Bousquet, PS, et puis Guy Geoffroy de l'UMP, qui pénaliserait tout client à la prostitution, et ce, au nom des droits des femmes et de la protection des victimes de la traite et du proxénétisme. Il faut rappeler qu'en 2003, une autre loi avait été votée contre le racolage. Alors, une double répression que les travailleurs du sexe soutenus par plusieurs associations ont dénoncé ce week-end. Reportage Philippe Couron. Plus de clients, relancer l'économie. Plus de clients. Samedi 17 décembre 2011, place Pigalle à Paris. C'est le lieu choisi par les travailleuses et travailleurs du sexe pour une mobilisation contre la récente proposition de loi votée par l'Assemblée nationale française visant à responsabiliser les clients de la prostitution et à renforcer la protection des victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Les règlements et les principes législatifs qui répriment ça existent. Il suffit de les faire appliquer. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de mettre des lois supplémentaires contre les travailleuses du sexe. Ça ne va faire une seule chose, ça ne va faire que les pousser un peu plus à la clandestinité. La manne financière qui est faite par ces réseaux mafieux et organisés, ils ne vont pas s'en priver demain parce que l'État français a décidé d'un seul coup d'être abolitionniste. Pour les acteurs du sexe, une vraie politique pour eux doit supprimer toute répression et leur permettre l'accès à tous les droits sociaux. Droits sociaux, droits du travail, la même protection que n'importe quel autre travailleur. En réalité, c'est l'égalité des droits avec les autres travailleurs, tout simplement. Les travailleurs du sexe payent des charges sociales, aussi dans la catégorie des travailleurs indépendants, et donc devraient pouvoir bénéficier des droits afférents à ces charges sociales. Venus de plusieurs villes de France, elles et ils entendent battre le pavé jusqu'à ce que ces droits
soit reconnu. On vient donner notre soutien, on fait beaucoup de manifestations aussi sur Lyon, on a fait une conférence de presse encore hier. On se battra jusqu'au bout de toute façon. Déposé le 7 décembre dernier, cette proposition de loi viserait à punir de 3 750 € d'amende et de 2 mois d'emprisonnement tout client. Alors pour comprendre ce thème et comprendre aussi les enjeux, nous avons invité une travailleuse du sexe qui s'appelle Chloé Navarro. Bonsoir Chloé Navarro. Bonsoir. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis heureuse de venir porter enfin la voix de ceux qu'on n'entend jamais. Super. Alors pénaliser le client pour abolir la prostitution. Alors à votre avis, est-ce qu'il est plus judicieux de rouvrir les lupanards, les maisons closes, les maisons de tolérance? Alors déjà d'une, je vois vraiment pas l'avancée quelconque que cela pourrait donner aux travailleurs du sexe. Au contraire, il faut savoir que les maisons closes, comme elles existent actuellement en Europe, font que les travailleurs du sexe qui travaillent à l'intérieur sont soumis à un menu, auquel nous apposons totalement, soumis à des horaires, des tarifs qui sont faits par un patron. Pour nous, ça serait une régression certaine, car beaucoup de travailleuses indépendantes comme moi se retrouveraient avec un proxénète, ce qui en est hors de question pour aujourd'hui. Le concept de maison autogérée, où il suffirait simplement d'abroger la loi sur le racolage passif et les lois sur le proxénétisme qui sont en vigueur actuellement pour arranger nos conditions de travail, ce qui n'est pas un très grand travail pour les législateurs. Alors ces lois éloignent les travailleuses du sexe des lieux de passage, les exposant davantage donc, au risque de violence. Alors quelle sorte de violence parlons-nous? Est-ce que c'est la violence policière ou la violence des clients? Là, pour le moment, surtout ce qu'on entend parler en ce moment, c'est comme les affaires qui se passent à Nice, où une travailleuse du sexe a été violée par 3 policiers. Cela a été jugé. Les policiers ont été innocentés malgré le viol effectif de cette personne, tout ça parce qu'elle était travailleuse du sexe. Donc malheureusement pour nous, nous sommes quand même obligés de collaborer avec ces gens-là, ce qui est aussi un bien dans beaucoup de cas, puisque tout le monde n'est pas un violeur ou un abuseur, que ce soit la police ou nos clients. Les personnes qui viennent agresser sur les lieux de prostitution ou qui agressent les prostituées, ce sont des gens qui sont là pour s'approprier l'argent qu'elles ont pu gagner. En aucun cas, ce ne sont des clients. Voilà, que ça soit bien entendu, quelqu'un qui veut vouloir agresser quelqu'un ne va pas voir spécifiquement une prostituée non plus. Parce que c'est avec ce style de clivage que, voilà, après, des personnes mal intentionnées pourraient croire que nous sommes des victimes potentielles. Donc, jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Donc, on voudrait qu'on continue et que, si possible, maintenant qu'on respecte vraiment notre travail. Mais cela passera par de réels statuts, l'abrogation de ces lois. Et je tiens aussi à souligner que cela ne va pas du tout aider les victimes de traite de l'être humain. Au contraire, cela va plus les isoler, les éloigner justement des forces de police qui pourraient les aider ou des associations de prévention qui pourraient leur apportent jour après jour un soutien, une présence médicale ainsi qu'une assistante sociale qui peut les aider. Là, après une loi pareille, on va s'ingérer dans le lit des Français. Oui. On va empêcher des gens d'utiliser leur propre corps comme ils l'entendent, ce qui est quand même une des lois fondamentales en France, et tout simplement enlever une grande liberté quand la mauvaise morale reprendra le dessus de la liberté. On verra bien le futur de la France après. Alors on parle de peines allant jusqu'à 2 mois d'emprisonnement, 3 750 € d'amende pour le client fautif. Alors au lieu de condamner par exemple le client, est-ce qu'il n'est pas préférable plutôt de condamner le proxénète qui encourage la prostitution? Mais cela demanderait beaucoup plus de travail. C'est un réel travail de fond pour la police de justement soulever un réseau de prostitution qui peut prendre de 1 à 4 mois dans le meilleur des cas. Tandis qu'aller chercher un client, c'est quand même plus facile, en sachant que tous les pays, pour l'instant, qui ont adopté ces lois, n'ont jamais réellement condamné un client. Marie-Georges Bouffet, qui est députée de Seine-Saint-Denis, s'est exprimée sur ce sujet. Vendre son corps, je cite, vendre son corps ou faire payer un acte sexuel imposé relève d'un système où l'humain est marchandise et doit se plier aux volontés de celui qui paie. Alors on est donc à 100 lieues de l'émancipation et de la liberté. Qu'en pensez-vous ? Madame Georges Buffet n'est jamais venue voir comment je travaillais. Pour votre information, je crois que vous avez pu voir vous-même que toutes les parties de mon corps sont bien là, m'appartiennent toujours. Quand au moment où je les monnaie, moi je vends une prestation, déjà dans un premier temps, et puis si c'est vraiment pour secourir la femme aujourd'hui, où sont les 40% de salaire qui manquent toujours pour un travail égal? Où sont les réelles condamnations pour viol? Combien de viols ont été jugés? Mais jamais les violeurs n'ont été écroués.
Aujourd'hui, on demande aux femmes de prouver encore une fois de plus leur statut de femme. En fait, c'est ça, victimiser une fois de plus les femmes. Et bien, si toutes les victimes étaient comme nous, je crois que les psychologues n'auraient pas beaucoup de travail. Donc voilà, Madame Buffet, venez au moins voir nos conditions de travail, au moins une fois, venez parler avec une travailleuse du sexe. Et pour les migrantes, justement, quelle solution trouver pour ces migrantes si, par exemple, on trouve la solution de maison close, quel est leur statut? Alors déjà, un réel statut dans la prostitution, cela n'existe pas. Beaucoup de femmes ont déclaré, n'ont jamais rien en retour. Donc ça, dans un premier temps, on pourrait déjà tendre à ceci, mais il ne faut pas oublier qu'une catégorie de la population qui vient en France a le droit de résider sur le territoire français, mais n'a pas le droit d'exercer un métier pour subsister. Donc c'est vrai que cela reste un moyen de subsistance pour beaucoup de gens, migrantes ou pas. Donc voilà, aujourd'hui, ça donnerait un métier qui deviendrait élitiste, qui ne serait plus ouvert à tout le monde et qui nous emprisonnerait encore plus. La prostitution n'a pas rien qu'une utilité au niveau de la sexualité. Nous avons aussi une application sociale. Nous avons un grand rôle social, mais voilà, pour l'instant, il est nié. Mais les preuves en sont. Nous avons une réelle histoire, nous sommes une communauté. Nous n'avons pas toujours eu ce statut si stigmatisé. Il fut une époque où être une catin était un grand privilège. Eh bien, merci beaucoup, Chloé Navarro. Merci d'avoir accepté, d'avoir répondu à nos questions. Pardon. Par contre, voilà, moi, je me permets de faire ce que les pouvoirs publics ne font plus. Je vous offre des préservatifs. Eh bien, je les accepte. Parce que chaque prestation sexuelle doit s'accompagner d'un préservatif et cela ne doit pas s'oublier. Très bien. Eh bien, merci. Le message est passé. Merci beaucoup, Chloé Navarro. Merci. Alors, dans l'actualité également, la Corée du Nord a montré mardi le corps de l'ancien dirigeant Kim Jong-un et loué son successeur, son fils Kim Jong-un, qui hérite d'un pays isolé sur le plan diplomatique avec des violations des droits de l'homme, exécutions, militarisation extrême de la société et puis une économie moribonde. La mort du grand leader Kim Jong-un a donné lieu hier à des scènes irréaliste, surréaliste d'un peuple effondré par la disparition de dictateurs. La communauté internationale, elle, s'inquiète d'une éventuelle déstabilisation du régime communiste doté de l'arme nucléaire. Des détails, Moïse Monkoro. Les Nord-Coréens plairent la mort de leur cher président Kim Jong-il, décédé le samedi dernier d'une crise cardiaque. L'information n'a été révélée que lundi par la télévision officielle nord-coréenne. Ils sont nombreux à descendre dans la rue pour exprimer leur chagrin d'après les images diffusées par la télévision nationale. Je suis déterminé à veiller sur notre cher général et à lui rester fidèle. Le fils cadet de l'ancien dirigeant Kim Jong-un s'est recueilli lui aussi devant la dépouille de son père aujourd'hui. Depuis l'an dernier, il est le vice-président de la commission militaire centrale du Parti communiste. Tout comme son père, on ne connaît pas grand-chose de la vie de celui qui dirigera sans doute le pays. Beaucoup craignent le début d'une instabilité dans la région. Le Premier ministre japonais invitait déjà son gouvernement hier à se préparer à toutes conséquences. Mais la plus grande inquiétude vient de la Corée du Sud voisine, avec une armée en état d'alerte et une population qui s'interroge. Je ne pense pas que sa mort devrait nous réjouir, mais on peut voir ça comme un tournant dans l'histoire de la péninsule coréenne. Le régime de Pyongyang est très souvent critiqué pour sa politique et surtout pour son programme nucléaire militaire. Coïncidence ou pas, quelques heures avant l'annonce même de la mort de Kim Jong-il, l'Assemblée nationale des Nations unies a adopté une résolution condamnant les violences des droits de l'homme dans le pays. Des accusations rejetées par les représentants nord-coréens à l'ONU. Ma délégation rejette en bloc cette résolution et la considère comme un document de propagande et de complot. Les violations marquées dans la résolution n'ont jamais eu lieu dans mon pays. Beaucoup de spécialistes pensent que la mort de Kim Jong-il sera l'occasion d'ouverture pour la Corée du Nord et peut-être une reprise des discussions avec la Corée du Sud. Les deux pays frères n'ont jamais signé un traité de paix après la guerre de 1953. Fin de cette édition. Le rappel des principaux titres. Au Soudan du Sud, la MINUS a renforcé ses efforts d'assistance pour prévenir et atténuer les conflits dans l'état de Jonglei. Elle continue également de soutenir et de promouvoir la réconciliation entre les différentes communautés, en particulier le processus de paix inclusif mené par le Conseil des Églises du Soudan.
Au Gabon, les observateurs électoraux du scrutin législatif du 17 décembre dernier ont livré leurs avis sur le déroulement des élections sur l'ensemble du territoire national sur lequel ils s'étaient déployés. Selon ces observateurs affiliés à l'Union africaine et à la communauté économique des États de l'Afrique centrale, quelques insuffisances ont émaillé les opérations du scrutin qu'ils estiment tout de même valables et crédibles. Et puis à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux travailleurs du sexe, des associations ont manifesté samedi dernier contre la pénalisation des clients de prostituées. Pour nous expliquer les enjeux de cette pénalisation, bien, nous avons reçu dans notre studio une travailleuse du sexe, Chloé Navarro. Merci de votre attention, merci de votre fidélité. Demain, retrouvons-nous à la même heure sur la même chaîne. Vos programmes continuent sur Télé Sud. Excellente soirée en notre compagnie. À demain.